Dans les vidéos précédentes, j'ai présenté le foyer anglo-saxon de la géopolitique, puis le foyer allemand. Dans cette sixième vidéo, je parlerai du foyer russe. D'abord une remarque générale qui est une comparaison. Lorsqu'on aborde la géopolitique sous l'angle des foyers nationaux où elle s'est construite, on s'aperçoit qu'elle dévoile les questions les plus profondes et les plus anciennes qui se posent à chaque pays sur sa puissance et sur l'exercice de cette puissance. La géopolitique anglo-saxonne pose toujours les mêmes questions, qu'il s'agisse de l'Angleterre hier ou de l'Amérique aujourd'hui. Comment faire pour exercer un certain contrôle sur l'Eurasie quand on est soi-même une puissance extérieure à l'Eurasie? Et comment construire une domination durable? La seule domination durable étant celle qui est acceptable par les autres, ou du moins la plupart des autres. Et c'est bien parce que les questions sont toujours les mêmes que cette école géopolitique déploie sa réflexion sans discontinuité de la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. La géopolitique allemande s'interroge sur ce qu'elle considère comme une anomalie, voire un scandale. Pourquoi la nation allemande n'occupe-t-elle pas la première place en Europe, et donc dans le monde, alors qu'elle a toutes les qualités pour cela? Ratzel, Haushofer et d'autres cherchent des explications et des remèdes scientifiques à cette question, et leur réputation s'effondre lorsqu'ils se trouvent embarqués, plus ou moins malgré eux, dans l'aventure nazie. Et si nous en venons à la Russie, la question qu'elle se pose est tout simplement: qui suis-je et où suis-je? Une nation européenne ou quelque chose d'autre entre l'Europe et l'Asie? C'est la question de l'eurasisme, Yevrasitstva. Elle se pose depuis le XIXe siècle et, je dirais, en pointillé jusqu'à nos jours, puisque la Russie fait des allers-retours réguliers entre les deux réponses, Russie européenne ou Russie eurasienne. Essayons de voir plus précisément comment la question se pose. Dans mes vidéos sur l'Ukraine, en particulier la deuxième, j'ai essayé de montrer comment l'État russe s'était construit de façon originale. Alors je renvoie à cette vidéo, mais je vais ici rappeler l'essentiel. La Russie s'est construite non pas comme un État-nation, mais comme un empire. Depuis la principauté de Moscou ont été rassemblés des territoires immenses du XVe au XIXe siècle, et d'abord en direction de l'Est. Le Pacifique est atteint avant l'installation définitive sur la Baltique et avant la mer Noire. Cet immense empire a un certain nombre de caractéristiques proprement géopolitiques, c'est-à-dire incompréhensibles, si on ne prend pas en compte la dimension géographique et ses conséquences historiques. Premièrement, un empire aussi vaste et en grande partie désertique ne peut maintenir son unité que s'il est tenu d'une main très ferme. La Russie a une longue liste de dirigeants qui ont été à la fois de grands hommes d'État et d'épouvantables tyrans. Pour s'en tenir aux plus connus, rappelons Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Staline. Pour Poutine, il n'a peut-être pas encore montré de quoi il était capable. Alors bien sûr, l'autoritarisme russe ne découle pas mécaniquement de la géographie, mais la géographie est quand même pour quelque chose. Deuxièmement, cet empire n'est pas et n'a jamais été uniquement russe. Sur un espace immense, il a rassemblé des populations très diverses. À la fin de l'URSS, en 1990, les Russes ne représentaient que la moitié de la population, les Européens non russes environ 30%, et les non-Européens environ 20%. Les Russes sont au centre et, sous la forme de minorité, ils sont partout. Mais l'Empire s'est étendu à l'Asie centrale et au Caucase, où les populations sont de langue turque ou perse et de religion musulmane. Et l'Empire s'est étendu sur l'est de l'Europe, où les populations ne sont pas russes et, pour certaines, non slaves. Troisièmement, la sécurité de cet empire est assurée d'abord par l'immensité.
Ceux qui ont voulu s'avancer au cœur de cette immensité ont été vaincus. Le roi de Suède, Charles XII, à Poltava en 1712, Napoléon à Moscou en 1812, Hitler devant Leningrad, Moscou et Stalingrad de 1941 à 1943. Par contre, lorsque la Russie combat sur ses marges, le résultat est beaucoup moins glorieux. C'est la défaite en Crimée en 1854 face à une coalition franco-britannique qui protège l'Empire ottoman, la défaite en Mandchourie face au Japon en 1905, la défaite en Afghanistan en 1989. C'est donc l'immensité qui protège la Russie, et la Russie protège l'immensité en repoussant constamment ses limites le plus loin possible du centre de la Russie. La marche en avant correspond à une autre nécessité, l'accès à la mer libre et donc l'accès au monde. La Russie présente cette situation paradoxale d'avoir un très long kilométrage de côte, le plus long du monde, mais des côtes très excentrées par rapport au centre vital de la Russie et des côtes bloquées par les glaces en hiver. La marche en avant, c'est ouvrir et conserver des fenêtres sur la mer libre, la Baltique, la mer Noire, la mer Jaune. Au nord, l'ouverture sur la mer de Barents est assurée par Mourmansk, qui n'est jamais prise par les glaces, mais on est vraiment là, à la périphérie de l'Empire. Il arrive évidemment qu'il y ait des coups d'arrêt à cette marche en avant, et même des reculs. Mais après un temps de digestion de la défaite, la marche en avant reprend. Du moins, c'est ce qui s'est toujours passé jusqu'à présent, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. Voilà les trois paramètres qu'il faut toujours retenir lorsqu'on parle de la Russie. Un empire immense et qui doit être tenu d'une main ferme. Un empire centré sur la Russie, mais pas uniquement russe. Un empire voué à l'expansion, parce que l'immensité assure sa sécurité et son accès au monde. Comment cet empire s'est-il posé la question qui nous intéresse ici, Russie européenne ou pas? Au XVIe-XVIIe siècle, la Russie est de plus en plus impliquée dans la politique européenne et elle ne s'y présente pas en état de faiblesse. Alexandre, prince de Novgorod, s'était émancipé de la tutelle suédoise par la victoire de la Neva en 1240, d'où son nom d'Alexandre Nevski. Le même Alexandre Nevski a arrêté la marche vers l'est des chevaliers teutoniques. C'est immortalisé par Eisenstein, la fameuse bataille sur le lac Peipus en 1242. En 1480, le prince de Moscou, Ivan III, s'émancipe complètement de la tutelle mongole en refusant de payer tribut à la Horde d'Or. En 1547, Ivan IV, le Terrible, prend le titre de tsar de toutes les Russies, revendiquant ainsi l'héritage impérial de Constantinople. Constantinople prise par les Ottomans en 1453. Dès le XVIe siècle, la Russie commence à faire reculer l'Empire ottoman dans ses possessions européennes. Le tournant symbolique, c'est la prise d'Astrakhan, à l'embouchure de la Volga, en 1556. Mais il y a aussi les échecs. Dans la guerre de Livonie, en 1558-1583, Ivan le Terrible, qui n'est pas toujours victorieux, doit renoncer à la Livonie. La Livonie, c'est l'actuelle Estonie-Lettonie. Et il perd son débouché sur la Baltique face à une coalition Suède-Pologne. En 1610, les Polonais occupent Moscou. Et oui, 2 siècles avant Napoléon. Mais comme je l'ai dit plus haut, la marche en avant reprend toujours. Les Russes chassent les Polonais et récupèrent leurs débouchés sur la Baltique.
En 1654, la Russie, par son alliance avec le chef cosaque Bogdan Khmelnytsky, réussit à enlever une grande partie de l'Ukraine, c'est-à-dire la rive gauche du Dniepr, à l'enlever à la Pologne-Lituanie. Donc la Russie n'est pas désarmée face à l'Occident de l'Europe. Mais elle constate qu'elle est très en retard sur l'Occident en termes de prospérité et de modernité. Évidemment, je mets modernité entre guillemets, le mot n'existe pas à l'époque. Mais disons, pour les changements et les nouveautés qui conduisent à plus de puissance et de prospérité, la Russie est très en retard. Alors, où faut-il aller chercher la clé du progrès? En Occident ou dans le patrimoine culturel et historique de la Russie? C'est le début, au tournant des XVIIe, XVIIIe siècles, d'un débat qui dure jusqu'à nos jours. Depuis Pierre le Grand, les tsars, puis les dirigeants soviétiques, puis les présidents de la Nouvelle-Russie n'ont cessé d'osciller entre ces deux choix. Pierre le Grand prend modèle sur l'Europe. Dans sa jeunesse, il a visité l'Europe, parfois incognito, pour y découvrir les secrets du progrès. En fondant Saint-Pétersbourg, il ouvre une fenêtre sur la Baltique, donc sur l'Europe. C'est lui aussi qui charge son géographe, Vassili Tatichev, de trouver à l'Europe une limite orientale, incluant Moscou. Tatichev cherche et trouve. Ce sera l'Oural, limite bien sûr purement théorique. Catherine II, la grande Catherine, allemande d'origine, entretient une correspondance avec Voltaire, reçoit Diderot à Saint-Pétersbourg et lui propose même d'éditer l'encyclopédie en Russie. C'est elle qui ouvre la fenêtre sur la mer Noire en enlevant la Crimée aux Ottomans et en fondant Odessa en 1794. Odessa, dont le nom vient d'Ulysse, Odysseas en grec, la Russie regarde vers la Grèce et la Méditerranée. Avec Nicolas Ier, le balancier part dans l'autre sens. Il a affronté dès le début de son règne, en 1825, la tentative de révolution des décembristes, groupe d'officiers influencés par les idées de la Révolution française. Nicolas Ier en tire vite la conclusion: la fréquentation des idées occidentales est dangereuse pour le régime. Alexandre II, le tsar libérateur, veut lui profiter du vent moderniste qui souffle de l'Occident. C'est l'abolition du servage en 1861 et la tentative de modernisation des institutions russes. Mais Alexandre II est assassiné en 1881 par les terroristes du groupe Narodnaya Volia, la volonté du peuple. Son fils Alexandre III rejette évidemment toute influence occidentale et réaffirme l'autocratie. L'autocratie, c'est le pouvoir qui trouve en lui-même sa propre justification. Se définir comme tsar autocrate, c'est revendiquer l'héritage de Byzance. Passons sur Nicolas II, qui poursuit dans la même voie que son père, mais se distingue surtout par son manque de vision et de volonté. Lénine a une tendance autoritaire bien connue, mais malgré cela, il se situe résolument du côté de l'ouverture à l'Europe. Pour les bolcheviks, il est évident que la révolution d'octobre, c'est le premier acte d'une révolution européenne. En 1919 est fondée la Troisième Internationale, ou Comintern, parti mondial de la Révolution, et on songe surtout à une révolution européenne. Et puis il ne faut pas oublier que le marxisme est une idéologie profondément européenne. Mouvement de balancier dans l'autre sens avec Staline. Le socialisme dans un seul pays, c'est le retour à des préoccupations essentiellement russes et la transformation du Comintern en instrument de la diplomatie russe.
Gorbatchev admet qu'une profonde réforme du système soviétique est inévitable et il voit un avenir commun à la Russie et à l'Europe. C'est la formule 1000 fois répétée par lui de la maison commune européenne que la Russie a vocation à intégrer. Une vingtaine d'années plus tard, Poutine estime que cette tentative de rapprochement avec l'Occident a été totalement néfaste pour la Russie et il en revient à l'idée de l'originalité irréductible de la Russie. Le débat agite aussi les intellectuels avec la confrontation, depuis les années 1830, entre occidentalistes et slavophiles. Les occidentalistes considérant qu'il n'existe qu'une civilisation universelle, dont l'Europe représente la forme la plus avancée, et qu'il faut donc rejoindre. Les slavophiles affirmant au contraire l'originalité et la supériorité de la civilisation russe, construite autour de ces deux piliers, la religion orthodoxe et le peuple paysan organisé dans sa communauté rurale, le Miyéa. Ce débat se déroule avant tout sur le terrain de la culture. Il est mené à travers deux revues, les Annales de la patrie pour les occidentalistes, le Moscovite pour les slavophiles. Or, ces deux revues sont d'abord des revues littéraires. Enfin, à partir des années 1850-60, commence à se construire, avec Danilevski, une réflexion qu'on peut qualifier de géopolitique, même si bien sûr le mot géopolitique n'est jamais utilisé puisqu'il n'existe pas encore. Mais bon, nous savons depuis notre première vidéo qu'on peut faire de la géopolitique sans le savoir. Les intellectuels qui ont apporté depuis Danilevski leur contribution à ce foyer géopolitique sont pléthores et bien sûr les nuances entre eux sont infinies. J'en retiendrai quatre. Nicolas Danilevski, bien sûr, Georges Vernadsky, Lev Goumilev et Alexandre Douguine. Leur présentation, même rapide, permet à mon avis de souligner l'essentiel. Une première remarque, on constate que ces hommes sont très éloignés les uns des autres dans la chronologie et dans la place qu'ils occupent dans l'histoire de la Russie. Ils traitent donc de questions qui se posent en permanence depuis le XIXe siècle, quelle que soit la couleur du régime en place à Moscou. Nikolai Danilevski est un slavophile vivant dans la Russie d'Alexandre II, le tsar libérateur. Georges Vernadsky est un historien, opposant libéral au tsarisme, puis au régime soviétique, et qui a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis. Lev Goumilev est un géographe de l'université soviétique. Alors, il n'a rien d'un penseur officiel, mais il a même passé quelques années au Goulag, avant et après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout de même un géographe soviétique. Enfin, Alexandre Douguine, intellectuel et agitateur post-soviétique, que l'on situe à droite et même à l'extrême droite de Poutine. Qu'y a-t-il de commun entre ces hommes si éloignés les uns des autres par la chronologie et par la place qu'ils occupent, que ce soit dans l'espace géographique ou dans l'espace politique? 4 points communs. Premièrement, leur réflexion porte sur l'histoire, bien sûr, sur la géographie, bien sûr, mais aussi sur la culture. Et il y a là une différence essentielle avec le foyer anglo-saxon qui ne nous parle jamais de la culture occidentale, mais des intérêts de l'Angleterre ou des États-Unis, et qui considère simplement comme une évidence que la culture occidentale, c'est la culture universelle. Au contraire, pour nos 4 auteurs russes, il n'y a pas de culture universelle, il y a des cultures adaptées à chaque peuple, et en particulier une différence irréductible entre la culture russe et la culture occidentale.
Alors c'est là une affirmation de base de ce qu'on appelle l'eurasisme. Danilevski publie en 1871 La Russie et l'Europe, jamais traduit en français. Je le souligne parce que cela montre quoi? Bien que nous, occidentaux, nous avons du mal à nous intéresser à cette pensée, parce qu'elle aborde des problèmes qui ne sont pas du tout les nôtres. L'objet premier de ce livre, c'est de démontrer une différence fondamentale entre la civilisation slave et la civilisation européenne occidentale, que Danilevski appelle germano-romane. Danilevski écrit « À regret ou avec satisfaction, heureusement ou malheureusement, il faut avouer que la Russie n'est pas l'Europe. Elle ne s'est pas nourrie des racines dont l'Europe buvait les sucs bienfaisants et nuisibles sur l'emplacement même où s'était écroulé le monde antique. Elle ne s'est pas nourrie non plus des racines établies dans les profondeurs de l'esprit germain. En un mot, la Russie n'a rien de commun avec ce qui est bon en Europe, ni avec ce qui est mauvais. Par conséquent, elle ne peut pas être l'Europe. Deuxième point, il y a chez ces quatre hommes un grand déterminisme historique et géographique. Ce sont l'histoire de la Russie, la géographie de la Russie, qui ont façonné une culture originale qui est non pas la meilleure, mais la seule adaptée aux besoins du peuple russe. Pour Danilevski, la civilisation européenne est née de la fusion de l'héritage de Rome et de l'héritage des invasions germaniques, d'où ce nom de civilisation germano-romane. Et c'est un autre processus historique qui a fait naître la civilisation slave, la rencontre de l'héritage de Byzance et des apports d'autres peuples scandinaves ou asiatiques. Georges Vernadsky, dans son exil américain, publie de nombreuses histoires de la Russie, dans lesquelles il présente une Russie autant asiatique qu'européenne. Il réhabilite en particulier l'héritage mongol, vu non pas comme destructeur, mais comme unificateur, et ayant permis la naissance de l'État russe moscovite. Troisième point commun, la Russie est conçue moins comme une nation que comme un empire, associant des peuples divers, devenus solidaires, de par leur histoire commune. Danilevski justifie la domination de l'empire sur des peuples non russes, justifie par le fait que ces peuples n'avaient pas encore construit d'existence nationale propre. Alors c'est le cas des peuples musulmans d'Asie centrale, dit-il. Pour la Pologne, évidemment, on ne peut pas affirmer la même chose. Mais, avance Danilevski, la Pologne était menacée par les non-slaves, les Germains, donc la Russie a apporté une protection et non pas une domination. Georges Vernadsky, de son côté, voit un destin commun aux peuples de l'Asie centrale et de la Russie. En particulier, il présente les empires scythes et sarmates, à cheval sur l'Europe et l'Asie, comme des ancêtres de la Russie, ayant contribué à la construction de sa culture. Lev Gumilev est un géographe soviétique dont nous voyons ici la mémoire honorée par un timbre, non pas en Russie, mais au Kazakhstan. Il théorise une ethnogenèse des peuples de l'Union soviétique, c'est-à-dire de l'Empire russe, à partir des milieux naturels et de la façon dont les peuples s'adaptent à ces milieux. Les milieux naturels de l'URSS. Ils sont isolés de l'extérieur par l'immensité, par l'océan gelé et par un arc de montagne. Ils s'étagent du nord au sud en suivant l'évolution du climat continental rude. Au nord, la toundra, le sol ne dégelant qu'en surface, la végétation est clairsemée et les possibilités agricoles presque nulles. Puis la taïga, la forêt de conifères. Ensuite la forêt mixte, conifères et feuillus. La steppe, très fertile sur une grande étendue, ce sont les fameuses terres noires, productrices de céréales.
mais la steppe se dégrade vers le sud en steppe aride, puis en désert. Pour Goumilev, les peuples construisent leur civilisation en s'adaptant à un certain milieu. Mais le cas de la Russie est particulier puisqu'il n'y a pas un milieu, mais un ensemble de milieux s'étendant sur la moitié de la circonférence terrestre. Il y a non pas un peuple, mais un ensemble de peuples ethniquement très différents, slaves, asiatiques, mongols, turcs, perses, etc. Goumilev identifie trois zones qu'il appelle zones de complémentarité, où ces peuples ont construit ensemble une civilisation originale eurasienne. Ces trois zones sont la plaine russe, la plaine sibérienne occidentale et la plaine du Turkestan. On a ainsi, selon Goumilev, un ensemble de peuples divers mais unis par une civilisation commune qui n'est pas celle de l'Occident. Quatrième point commun, une stratégie autour de deux axes. Premièrement, défense de l'Empire et pas seulement de la Russie. Deuxièmement, participation sur un pied d'égalité à un monde régi par l'équilibre entre les puissances, ce que nous appelons aujourd'hui un monde multipolaire. Alors ceci est particulièrement explicite aujourd'hui chez Alexandre Douguine, mais on le retrouve dans toute la réflexion géopolitique russe du XIXe siècle jusqu'à Poutine. Alexandre Douguine a clairement présenté l'ensemble de ses positions dans une interview donnée en 2014 à la revue française Politique internationale. Alors 2014, c'est déjà loin, et je dirais c'est plutôt un avantage, puisque ces prises de position ne sont pas collées à l'actualité, polluées en quelque sorte par l'actualité. L'article en question peut être librement consulté sur Internet. Dans cette interview, dont je ne peux que conseiller la lecture intégrale, que nous dit Douguine ? D'abord, il affirme clairement la base culturelle, civilisationnelle de ces prises de position. Je cite, l'eurasisme est une continuation de la pensée slavophile qui exalte l'originalité de la civilisation russe. C'est une vision du monde qui se base sur la multipolarité. Nous rejetons l'universalisme du modèle occidental, protestons contre le racisme culturel européen et affirmons la pluralité des civilisations et des cultures. Douguine reconnaît sans complexe sa proximité avec les extrêmes droites européennes, populistes et illibérales. Je cite, « Pour nous, les droits de l'homme, la démocratie libérale, le libéralisme économique et le capitalisme sont seulement des valeurs occidentales, en aucun cas des valeurs universelles. » Et plus loin, les peuples européens sont déterminés à protéger leurs traditions et leurs racines, qui recouvrent les principes de la justice sociale contre la dictature des élites. Mon diagnostic est sans appel. Il y a aujourd'hui en Europe une dictature des élites. L'Europe se trouve sous occupation atlantiste. Heureusement, il y a la Russie, un véritable poumon extérieur qui donne de l'oxygène à la révolution démocratique européenne contre cette dictature des élites. L'objectif stratégique pour Douguine, c'est la reconstruction de l'Empire, c'est-à-dire ce qui fut l'URSS. L'interview date de 2014, après l'annexion de la Crimée et le début de l'intervention russe au Donbass. Pour Douguine, il n'est pas question de s'arrêter là. Je cite, « La renaissance russe ne peut s'arrêter qu'avec la prise de Kiev. Je suis prêt à répéter inlassablement, Poutine, il est temps de faire rentrer nos troupes en Ukraine. Ceux qui défient le peuple russe doivent être écrasés. » Quant au monde multipolaire que Douguine appelle de ses voeux, il le voit dans un premier temps comme tripolaire. Occident, Russie, Chine.
Mais l'objectif plus lointain que se fixe Dugin n'est absolument pas un alignement sur la Chine. Je cite, la Chine représente une civilisation tout à fait particulière qui n'a pratiquement rien en commun avec la Russie. En même temps, la Chine, comme la Russie, est adepte d'un monde multipolaire. Et dans un monde multipolaire, on peut envisager l'existence d'un pôle chinois et d'un pôle eurasien. Quelles seront les relations entre ces deux pôles? L'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas nécessairement en conflit, de même qu'ils ne concluront pas nécessairement une alliance stratégique. Entre le monde occidental, l'Eurasie et la Chine, il y aura une sorte d'équilibre qui dépendra des circonstances. Enfin, on notera que Dugin a été, à l'évidence, un grand lecteur de l'allemand Haushofer, et que son monde multipolaire s'inspire des logiques longitudinales évoquées par Haushofer dans son article de 1943. J'ai présenté cela dans la vidéo numéro 5. Poutine, à présent. Dugin n'est pas et n'a jamais été son conseiller politique. Mais on est dans le même courant géopolitique avec ces deux objectifs. Premier objectif, la reconstitution de l'Empire. La situation actuelle, au printemps 2023, montre que c'est à l'évidence le choix de Poutine. On peut rappeler deux de ses phrases, souvent citées. La première, lorsqu'il parle de la disparition de l'URSS comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Et la deuxième, lorsqu'il présente les Russes comme un peuple trinitaire, composé de Russes, Biélorusses, Ukrainiens. Deuxième objectif, s'insérer dans un monde multipolaire. On pense à la façon dont la Russie aujourd'hui, dans la crise ukrainienne, s'appuie sur le refus de s'aligner sur l'Occident de nombreux pays du Sud. Le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et d'autres encore. Avant de quitter nos géopoliticiens russes, revenons un instant sur la comparaison avec laquelle j'avais commencé cette vidéo. Comparaison entre les trois foyers de la géopolitique classique. Il y a évidemment un point commun. Les raisonnements historiques, géographiques, scientifiques, sur lesquels reposent les thèses de ces trois écoles, ces raisonnements ont en général leur intérêt, leur valeur, et ils méritent d'être examinés. On ne doit pas cependant oublier qu'ils servent tous à construire des justifications d'une politique de puissance, d'une politique de domination. Cependant, ce point commun, qui est un gros point commun, ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur les différences existantes entre ces trois foyers. Dit autrement, le jugement péremptoire, tous pareils, tous pourris, ne nous apporte pas grand-chose. On peut, à mon avis, souligner les différences suivantes. La géopolitique anglo-saxonne est pragmatique et opportuniste. Elle ne prétend pas changer le monde ou lire son avenir. Elle prend le monde tel qu'il est et elle se demande simplement comment y occuper la première place. Les géopolitiques allemandes et russes m'apparaissent plutôt comme scientistes et révisionnistes. Scientistes dans le sens où elles construisent une argumentation scientifique nous expliquant comment le monde devrait être organisé. Révisionnistes, on pourrait dire aussi révolutionnaires, la réalisation de leurs projets demande un bouleversement complet de l'ordre existant. Cependant, les foyers allemands et russes ont chacun leur personnalité propre et s'inscrivent dans des contextes différents. Le foyer allemand est en sommeil depuis 1945, alors que le foyer russe est très actif aujourd'hui et nous parle par la bouche de Vladimir Poutine. Et puis il y a une autre différence essentielle.
Le projet géopolitique russe ne peut pas être réduit à un rêve de dictateur, puisqu'il s'appuie sur un changement objectif qui est de toute façon en cours, le passage à un monde multipolaire. Alors cette évolution, tout le monde la connaît, simplement, on n'avait pas prévu que dans ce nouveau monde multipolaire, la Russie refuserait de disparaître.